je vais tout de suite donner la parole à Olivier. Je vais essayer de rester dans les temps parce que autrement je couperai si je suis trop long. Il faut... Alors, j'ai intitulé ma communication Réflexion sur le Nord profond de Kenneth White. Finalement, je suis un peu la victime de ce colloque parce que je suis le dernier à parler et on attend peut-être une sorte de conclusion alors que je ne donnerai pas. Et je dois dire tout de suite que nous avons changé un peu le programme parce que nous avions prévu d'inviter ma collègue et amie donc japonaise Saeko Yazaki, avec laquelle donc je viens de terminer un essai sur les voyages de Nicolas Bouvier au Japon et notamment à Hokkaido. Voilà. Et alors nous avions eu l'idée, avant de la projection de ce documentaire sur le nord profond, c'est-à-dire vers l'île d'Hokkaido, sur les traces de Matsu Basho, d'interroger naturellement Saeko Yazaki, qui est une spécialiste des sciences religieuses, de l'ethnologie des religions, notamment du zen et donc du Shinto, de faire une lecture de ce film. Mais elle a fini par être invitée à un colloque à Cambridge et elle n'a pas pu refuser sur la cérémonie du thé. Alors en ce moment, donc il est probable qu'elle participe à une cérémonie du thé. Voilà. Alors elle ne peut pas être avec nous. Alors, je propose donc quelques réflexions en désordre, j'espère pas trop grand désordre quand même, sur le film de François Rachenbach, Le chemin du Nord profond, et croisant en même temps Les signes sauvages, le livre correspondant publié chez Grasset en 1990. Deux œuvres qui se croisent mais qui ne s'identifient absolument pas. Une œuvre visuelle où la nature est un personnage, dans le livre également d'ailleurs, avec des intrigues différentes, avec une narrativité différente, mais il y a un recouvrement du texte, n'est-ce pas, partiel. Et ces deux œuvres me semblent emblématiques d'une conception géopoétique du voyage que nous a présenté Kenneth White depuis longtemps avec un certain nombre d'ouvrages qui ne sont pas des ouvrages de voyage, sont plutôt des ouvrages de route. Vous préférez ce terme. Et donc on va interroger aujourd'hui ces signes sauvages avec un C ou un S, n'est-ce pas, qui nous invitent à nous diriger toujours plus loin vers le nord. Alors, quand j'ai fini ma petite présentation, je me suis dit finalement il y a deux thèmes centraux qui pourraient un peu orienter tout cela et qui se sont renforcés avec mon écoute des différentes contributions. Ces deux jours sont superbes, ça m'a beaucoup intéressé. C'est l'idée de nature dans la géopoétique. Qu'en est-il de l'évolution contemporaine de l'idée de nature, du Moyen-Âge, on pourrait traverser le romantisme notamment, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai trouvé que ce film particulièrement était très intéressant pour à la fois la conception de la place de la nature dans un film. Parce que il y a un narrateur qui est Kenneth White, mais en fait, la subjectivité de Kenneth White, la biographie de ce voyage, en réalité n'existe pas. Et nous nous orientons finalement vers un sujet un peu vide, finalement, qui voyage dans ces forêts, dans ces montagnes, qui marche sur le rivage. Et on assiste un petit peu à ce que Nicolas Bouvier appelait cet exercice de disparition. N'est-ce pas, il avait ce concept, on peut parler de vide bouddhiste du moi, du muga, de disparition de l'ego, un thème qui revient dans le taoïsme, dans les spiritualités indiennes, dans le samkhya, dans le zen bouddhiste, Soto, Rinzai, etc. Mais c'est une constante. Et je voulais donc interroger ce blanc du sujet dans le voyage. Est-ce que cet espace blanc, qui reste mystérieux,
et qui finalement est un but de ce voyage, hein, la blancheur de l'oiseau, la blancheur d'un espace. Il y a une raréfaction de l'objet intentionnel, finalement. On se dirige vers des grands espaces blancs, effectivement, un blanc spirituel, un blanc intellectuel, un blanc phénoménologique, ou un blanc géopoétique, ou du blanc du paysage, la neige, l'eau, le reflet. Est-ce que ce blanc est finalement une quête métaphorique de la vacuité du bouddhisme, par exemple, ou de la vacuité du sujet, qui veut faire exister le monde en suspendant finalement cet ego qui est un ego consommateur, un ego dominateur, un ego cartésien finalement, maître et possesseur de la nature, etc., et qui se met au centre de cette violence qu'il exerce sur cette nature. Violence anthropomorphique, essentielle, anthropocentrique. Alors voilà, alors ça c'était mes réflexions, je ne vais pas commencer ce que j'avais écrit. Alors les deux idées donc forces comme ça que je voulais interroger, c'est l'idée de sujet, de sujet blanc, on pourrait dire, je ne sais pas si, et l'idée de cette métamorphose géopoétique de la nature qui me semble tout à fait fascinante aujourd'hui, hein, en écho avec l'écho, comment pourrait-on dire, industrie, l'éco-économie, l'éco-architecture et toutes ces sciences qui se développent aujourd'hui pour modifier notre approche de la nature, ne plus la considérer comme un objet à consommer, à produire, n'est-ce pas, donc d'une façon réductionniste, et Kenneth White l'a amplement dit, mais la considérer comme finalement un partenaire ou une partenaire sensible, sensorielle, avec laquelle finalement il y a une sorte de résonance presque musicale. Et ce qui m'a semblé fascinant, c'est que le voyageur, et notamment dans ce film, c'est un voyageur fluide, hein, n'est-ce pas, qui, loin d'imposer un itinéraire, voire, bon, il y a une autoroute au début, hein, je vois, il y a des autoroutes au Japon, alors il y a une violence de l'urbanisme, et puis quand le voyageur descend à pied, voilà, donc Kenneth arrive dans le paysage, il y a cette fluidité taoïste, n'est-ce pas, ce voguer au gré, selon le concept de François Julien dans un très beau livre du temps, n'est-ce pas, vous connaissez peut-être, et ce voguer au gré, qui est une conception tout à fait taoïste chinoise du temps, est aussi la conception du voyageur qui glisse dans les méandres du paysage, plutôt du sentier que de la route, hein. Et d'ailleurs, j'aime bien cette différence entre le sentier topographiquement et la route. La route, elle impose une géométrie euclidienne, tant que possible, pas autant que l'autoroute, hein, ou la voie ferrée, mais le sentier, il épouse le paysage, il y a un mariage, il y a une noce du chemin, n'est-ce pas, du sentier avec le paysage. Hein. Le chemin est un peu plus violent, peut-être, je ne sais pas. Hein. Voilà. Alors, j'avais prévu un préambule, mais peut-être que je vais le supprimer, parce que alors j'ai pas tellement le temps. Alors, simplement au début, j'avais écrit des œuvres aussi complémentaires que celles de Kenneth White aujourd'hui, d'Édouard Glissant, de François Julien, de Nicolas Bouvier, de Jacques Lacarrière, dans un espace de crise migratoire, de globalisation et de catastrophes climatiques annoncées, deviennent soudain essentielles. Et pourtant, ces intuitions centrales sont revitalisées par la poésie. Non de la poésie comme divertissement ou émotion romantique, bien entendu, mais de la poésie comme conscience d'exister sur une terre aussi vivante et aussi fragile que nous. S'il me fallait caractériser l'œuvre philosophique et poétique de Kenneth White, dans la mesure où je la connais, parce qu'elle est très vaste aujourd'hui, je soulignerais deux choses essentielles. Tout d'abord, un travail de décloisonnement, de déliement théorique constant, et deuxièmement, une conscience géopoétique incarnée, un sol trop longtemps ignoré par le sujet philosophique abstrait de la tradition philosophique, notamment française, un sujet hors du monde, frappé d'acosmisme. Kenneth White nous a dit avant-hier, dans une discussion, qu'il avait quitté à Treburden son atelier de l'Atlantique, hein, j'aime bien aimer, atelier de l'Atlantique, espace ouvert, où il mène depuis longtemps le champ du grand travail dans une tempête de manuscrits, nous a-t-il dit. Hein. Alors ça aussi, j'ai beaucoup aimé, tempête de manuscrits, ça m'a rappelé la fin de l'Esprit nomade, c'est le poète, le peintre Sessou, hein, avec ce bateau de neige, n'est-ce pas, qui s'en va dans une tempête de poèmes. Hein, je crois que tempête de manuscrits, tempête de poèmes. Toujours cet espace blanc, dynamique, qui revient chez Kenneth White, qui n'est pas un espace blanc inerte,
hein, et ça me semble très important, c'est un espace blanc dynamique, créateur de force, un champ d'énergie, comme vous dites, effectivement, et qui est très loin d'un vide phénoménologique qui tomberait une sorte de neutralité de toute force, de tout dynamisme, de toute attraction. Alors, j'avais expliqué comment j'avais rencontré cette œuvre, mais peut-être je vais couper, peut-être on a le temps. Dans mon esprit, cette métaphore a immédiatement transformé en oiseau ces manuscrits s'envolant au-dessus de l'Atlantique, poussés par les vents vers les rivages de l'Écosse. Cette métaphore d'une tempête de l'esprit, spiritus, psyché, exprime exactement le sentiment qui fut le mien en ouvrant pour la première fois l'Esprit nomade en 1987. J'étais alors étudiant à Aix-en-Provence, formé à un héritage du positivisme logique dont l'essentiel consistait à explorer des systèmes formels, logiques ou mathématiques en nous donnant l'illusion d'une puissance rationnelle à coup de démonstrations, de métathéorèmes, d'épistémologie des sciences, des mathématiques, de critiques structuralistes des systèmes philosophiques. Il y avait ça à l'époque, Tarski, Gödel, Frege, Bertrand Russell. Le structuralisme ou le marxisme. La philosophie était jalouse des sciences, qui avaient tout leur objet sauf elle. Alors il ne lui restait plus qu'à se penser elle-même avec une sorte d'ascétisme douloureux et masochiste qui oubliait que le monde, lui, oubliait que le monde, lui, ne l'attendait pas. Soudain, la lecture de l'Esprit nomade, pour moi et mes camarades, donc, a apporté cette fameuse tempête de pensée qui rafraîchissait l'espace philosophique français. L'ouvrait aux grands espaces du transcendantalisme américain, Walt Whitman, Henri Thoreau, un nietzschéisme écossais arrivait vers nous. Il s'ouvrait également sur la poésie japonaise, chinoise, indienne, revivifiée par des expériences de dérive urbaine qui puisaient au surréalisme, au grand jeu, à Nietzsche, Rimbaud, Ségalen, Heidegger. Une pensée de grand vent, telle fut notre impression, une poésie de grand vent aussi. Nomadisme, franchissement des espaces intellectuels, poétiques, géographiques, pour libérer une conscience plus dense, plus profonde, plus libre, ouverte sur un espace qu'il s'agissait de maintenir ouvert jusqu'au bout. Donc, je repense à ce film qui va illustrer cette ouverture permanente d'un espace jusqu'au bout. Alors, je m'arrête un tout petit peu parce que le film s'arrête sur l'envol des cygnes sauvages, on va le voir, alors que le livre revient vers la ville, Kyoto, et c'est la différence quand même de ce cercle que parcourt le livre, alors que le film, lui, a cette conclusion qui est une apogée finalement. Je pense que c'est délibéré d'aller vers un point d'orgue qui est le chant des cygnes finalement, le chant des cygnes. Alors, le voyage, tel que je le rencontre dans ce livre et ce film. Le mot « récit de voyage » évoque pour nous, en général, un récit divertissant, une récolte de photographies, une moisson d'anecdotes, une distraction, au sens pascalien, une illusion systématiquement réglée par l'économie, confirmant l'éternel tourisme ou la circularité d'une reconnaissance culturelle. Le cercle tragique du grand tour, celui qui nous ramène à celui ou à celle que nous étions au moment du départ, du cercle fermé de l'Odyssée aux enthousiasmes réglés de Chateaubriand, l'expression est d'Édouard Glissant. Le récit de voyage a trop souvent souffert d'une hétéronomie, de son aliénation à l'égard de l'utile, du rentable, du profitable, de la perfectibilité morale, bref, de sa fonction éducative pour un formatage social. Le Grand Tour, par exemple, célèbre au Royaume-Uni, devait calmer les soifs d'infini d'une adolescence ou d'une nostalgie de l'autre, d'une soif de l'autre, dont on attendait qu'elle revienne, calmée, vaguement délivrée du possible et de l'ailleurs. C'était aussi un voyage conçu comme prise de possession, un voyage appropriant, vécu sur le mode de l'avoir, vécu sur le mode de l'avoir plutôt que sur le mode de l'être. Et ça, je crois que c'est très important, parce que je retrouve dans le voyage de Kenneth White, comme chez Nicolas Bouvier, ce souci de l'être plutôt que de l'avoir, avec une réduction de toutes les appropriations. Que ces appropriations soient culturelles, intellectuelles, matérielles, n'est-ce pas, ramenées, collectionnées, accumulées. Et ce mode de l'avoir fait partie d'un mode de puissance, bien sûr, qui a connu son apogée avec une forme de colonialisme, évidemment. Donc un voyage qui n'est pas une ascèse, je crois, mais en même temps qui implique une certaine forme de
nudité peut-être, ou de simplicité plutôt que de nudité. Mais en tout cas qui ne participe pas à l'ascèse chrétienne ou au pèlerinage qui voudrait entrer dans une douleur salvatrice, en quelque sorte, du moi. On est très loin de cette logique du péché, de la culpabilité, du salut, etc. Chez Kenneth White, comme chez Victor Segalen, et je pense à Équipé, notamment le chapitre sur le fleuve que vous avez commenté dans votre livre sur Segalen, l'humour, la légèreté dansante, nietzschéenne, la fluidité taoïste de la pérégrination conduisent à un voyage métaphysique dans un paysage de l'esprit. Mais il ne s'agit jamais de déréaliser le paysage à travers des images, de le réduire à des idoles. C'est le danger, ce serait le danger. En effet, une quête ontologique est toujours en jeu dans les récits de voyage de Kenneth White, rejetant toute fascination pour l'exotique, le pittoresque ou le picturesque, qui règle la vision de tous les romantiques européens avant lui, l'idolâtrie visuelle, la diversité des cultures culturelles orientalistes. Chez White, nous avons toujours une circulation énergétique des idées, une dislocation des hégémonies culturelles territoriales, comme chez Deleuze et Glissant d'ailleurs, une synchronie de la vie propre du sujet voyageur avec cette terre, une alliance entre le sujet et la terre qu'il a rencontrée. Non pas à laquelle il appartient, mais celle qu'il a rencontrée. C'est différent. Bref, aujourd'hui, il me semble que ces idées-forces occupent de plus en plus notre champ culturel, qui se transforme sous la pression de l'éco-poétique, l'éco-politique, l'éco-économique, même une éco-industrie ou un éco-tourisme qui nous ramène tous vers un oikos, n'est-ce pas, du grec, notre maison, mais délivré d'un anthropocentrisme destructeur, se considérant, selon la célèbre affirmation de Descartes, et voilà, nous faisons une liaison entre notre Descartes de tout à l'heure, maître et possesseur de la nature. Maintenant, je voudrais parler du livre, n'est-ce pas, et de cette pérégrination, plus précisément dans une deuxième partie. Kenneth White, dans Le chemin du Nord profond, suit l'exemple du poète Matsuo Basho, on l'a dit hier après-midi, qui s'était dirigé vers le nord de la péninsule de mai à octobre 1689 au XVIIe siècle, je le cite, Basho, chevauchant vents et nuages, avec son disciple Kawai Sora, suivant un itinéraire qu'il relate dans son fameux récit, Le chemin étroit vers les contrées du Nord. Alors il y a beaucoup de traductions possibles, notamment la traduction de René Siffert, les journaux de Basho, donc il n'y a pas ça, il y a tous les journaux, c'est formidable, ou bien on peut lire également une traduction de Nicolas Bouvier qui l'a traduit plutôt de l'anglais en réalité, avec un regard sur le japonais pour la traduction des haïkus. Oku no Ozomichi en japonais. Alors, on sera attentif à ce film qui considère les forêts, les montagnes, les saisons, les rivières comme des acteurs. Le Japon, comme la Suisse, est rythmé par des lacs et des montagnes. La ponctuation du monde n'est pas celle du voyageur, c'est celle de la nature. Nicolas Bouvier, lui aussi, a effectué son voyage à Hokkaido à l'été 1965 et il a été jusqu'à Wakanai, tout au bout donc, de la péninsule, où je crois que vous n'avez pas été finalement, Kenneth. Donc, voilà. Il était juste sur un cap à côté. Voilà. À ce moment-là, beaucoup de voyageurs poètes, connus ou inconnus, se dirigent vers Hokkaido. C'est le cas de l'anthropologue italien Fosco Marini, un anthropologue extraordinaire, spécialiste des Aïnous d'Hokkaido. Mais c'est également le cas de l'écrivain Lorenzo Pestelli, qui avait rencontré Bouvier à Kyoto en 1965 et décidé de suivre sa propre grande dérive vers le nord, guidé par les récits de Nicolas Bouvier qu'il avait rencontré à Kyoto. Alors il a été très déçu parce que Bouvier lui avait raconté qu'il avait rencontré une magnifique jeune fille, éleveuse d'otaries, à Erimo. Alors il a cherché, il n'a jamais trouvé. Et il en a conclu que c'est l'écrivain qui fait le paysage et non le paysage qui inspire l'écrivain. Voilà. Bref, Pestelli nous a fait une description très intéressante d'un extrême du Japon, le cap Siretoko, avancée extrême qui ouvre sur un océan vide, la mer d'Okhotsk, qui est perçue par lui comme une limite imposée, dit-il, par la déesse de la faim, F-I-N, la déesse de la faim. À un ouest convulsif, Pestelli, dans un style flamboyant, désespéré,
marqué par l'écriture surréaliste, Artaud, décrit un paysage investi par l'idée de néant, et non pas de vacuité, qui apaise ses désirs d'absolu. Il écrit « La fin des fins », alors la fin AIM des fins INS est apaisée. Mais dans un voyage très désespéré, très différent de ce que nous avons ici. Cette fonction révélatrice du voyage à Hokkaido se retrouve également chez Kenneth White, qui entreprend lui aussi à l'automne 85 son voyage sur les traces de Basho, en tant que, nous dit Kenneth White, pèlerin du vide. Si Kenneth White se dirige vers une autre pointe extrême de l'île, le cap Nozapu, je crois, oui, jusqu'à Nemuro, ce mouvement vers la périphérie est également perçu comme une pérégrination intérieure. Je vous cite, « Voyager vers le nord, c'est voyager au centre de soi-même. Lorsqu'on s'avance vers le nord, le paysage se dénude, les points d'intérêt se raréfient, le moi éclate et se perd dans une jouissance extatique. » L'extrême nord, c'est aussi une décentration culturelle très ancienne, puisant à la culture aïnou des eaux, le pays barbare, qui accompagne le voyageur puisque plusieurs chants aïnou parsèment le texte, le texte de Kenneth White, en dialogue avec l'ouvrage de Donald Philippi, je crois, Song of Gods, Song of Human, The Epic Tradition of the Ainu. Je ne crois pas me tromper. Ce n'était pas ma référence. Ce n'était pas votre référence? Non, mais c'est une bonne référence. Alors j'ai cru, je pensais. Oui. Si Basho s'est arrêté malade à Kisakata en 1689, comme vous l'avez expliqué, Kenneth White poursuit la trajectoire vers un extrême nord. Pourtant, il ne s'agit pas d'un fonctionnement symbolique du récit ou de l'image filmique, mais plutôt d'une pensée du détour ou de la distance allusive, comme le note François Julien à propos de la poésie chinoise. Alors que le lecteur s'attend à un déploiement de l'expression de la subjectivité pathétique du voyageur, espoir, déception, souffrance, obstacles surmontés, pour une consommation facile du récit, la grande consommation de récits de voyage, il s'aperçoit rapidement que le subjectif et l'objectif sont dépassés dans une sorte de dérive ironique et distanciée du narrateur. Les complicités littéraires elles-mêmes avec des poètes ou écrivains japonais l'accompagnent vers un point situé au-delà de la culture, comme objet de consommation ou de divertissement. Le voyageur effectue simplement ce grand geste d'exister. Cette reprise à travers leurs poèmes les traverse, pour ainsi dire, pour continuer son chemin vers une plus grande densité d'exister et la certitude qu'il n'est pas seul sur la grande route humaine. Quelques notes maintenant sur cette dérive vers le nord. Le pèlerinage religieux des grands monothéismes tendait à abstraire son espace géographique en le transformant en étape symbolique. Le pèlerin chrétien traverse des zones spirituelles abstraites qui sont censées le transformer et accompagner une réalisation et une conscience de soi, mais toujours en vue d'un salut sous l'horizon de la faute et visant une sortie de l'immanence vers une transcendance d'origine religieuse. Au contraire, dans la figure du dehors, 82, à l'esprit nomade, nous sommes confrontés à un véritable paysage de l'esprit qui transcende dans l'immanence même du paysage, Il ne s'agit pas d'une quête religieuse, mais d'une quête ontologique. Dès lors, le pérégrin, alors qui n'est pas le pèlerin, tend au contraire à réaliser un paysage. Et le mot « réaliser » me semble intéressant. À réaliser un paysage, à réaliser un sol, un lieu, et à se réaliser dans un lieu, dans un paysage et dans un sol. Et le mot « réaliser », on ne peut pas se développer des considérations métaphysiques, mais me semble toujours très intéressant, c'est faire devenir réel, n'est-ce pas, réaliser. J'ai réalisé une idée, d'ailleurs c'est intéressant ça. Donc, le pérégrin tend à réaliser un paysage et non pas à l'effacer dans une spiritualisation, une transcendance, une symbolisation. C'est certainement le sens je crois, un des sens du surnihilisme qui dépasse la destruction nietzschéenne des idoles, visant à rétablir un sens de l'immanence, et aussi toute logique de la clôture du signe ou du texte, la cage du langage culturel. En puisant aux sources du bouddhisme zen ou de la poésie taoïste, Kenneth White ne cherche pas un exotisme d'image ou une nouvelle idolâtrie, ouverte à un acte consommateur du japonisme, des japoniaiseries, n'est-ce pas? Son récit de voyage est dissonant. Il grince des blessures industrielles du Japon, des banlieues bétonnées, polluées de Tokyo, et des américanismes puérils qui jalonnent sa route et qui le poursuivent jusqu'à l'extrême péninsule d'Oshima, sur l'île d'Hokkaido. Les signes du lac Kuren,
qui représente le but de son voyage, associe précisément son itinérance à un espace ouvert de migration. Face à ce lac souverain et à ses envols puissants et fragiles de cygnes dans l'aube, cygne chanteur, c'est un voyageur migrateur qui rencontre des oiseaux migrateurs. C'est un poète chanteur qui rencontre des oiseaux chanteurs. De l'horrible facticité urbaine, pétrification, cristallisation des architectures, au mouvement intime des vents, des tempêtes, des sinuosités langoureuses du rivage, subissant la caresse des vagues. Mais c'est aussi une culture migratrice au-delà des identités linguistiques, sociales, psychologiques ou nationales qui rencontre une nature migratrice. Le cygne ici est plutôt un anticygne malarméen, prisonnier du double exil du réel et de l'idéal. Il ne symbolise pas non plus une pureté esthétique, sentimentale, morale. Le cygne unit la blancheur de la vacuité du zen et un dynamisme aérien, puisque l'oiseau matérialise une pensée archipélique de la migration. C'est en quelque sorte le cygne sauvage, avec un S, de l'être là, dont Kenneth White se plaît à reprendre, n'est-ce pas, toujours d'un Dasein heideggerien. Ainsi, le voyageur, parvenu dans un paysage de l'esprit, accède-t-il à la source de son voyage. La coïncidence de l'attention et de l'événement, ou plutôt des micro-événements qui densifient soudain la conscience d'être, plutôt qu'une conscience de l'être avec un grand E. Il nous faut lire ce récit à l'aide de la figure du dehors, ce que l'auteur appelle la quête d'un monde blanc, contrairement à ce qu'une lecture superficielle pourrait engendrer, n'est ni celle d'un romantisme dégradé, attardé, d'une quête morale ou religieuse ascétique, etc., mais bien celle d'une expérience ontologique d'une grande densité. Ce qui me frappe dans l'écriture des signes sauvages, c'est le caractère insaturé de l'écriture. On peut penser à la page saturée de Proust, descriptive de Balzac, par exemple. Kenneth White a une phrase insaturée. La route reste blanche, elle intègre ses propres blancs, ses brumes, ses brouillards, son incomplétude. Cette incomplétude est une attraction, me semble-t-il, pour le lecteur qui voit son imagination courir, galoper dans cette brume transparente qui est laissée qui est conditionné par la fonction d'insaturation du récit. C'est une impatience nerveuse, une vitesse de l'écriture qui crible la page blanche de quelques éclairs de sens, de description. Le lecteur est convoqué activement. L'imagination désimagine en un sens, et cette insaturation, comme l'insaturation picturale du paysage chinois, japonais, que nous connaissons très bien, fonctionne comme un champ d'intensité engendré par le rapport du vide et du plein. Ce blanc doit être entendu au sens phénoménologique. Excusez-moi, je vais couper un petit peu mon texte pour ne pas être trop long. C'est cette fonction de densification, je crois, de l'instant et du réel à travers la pratique du voyage que l'on va retrouver dans ce voyage haïku. Alors, quelques remarques, parce que j'ai trouvé fascinant ce concept de voyage haïku. C'est souvent dans le non-événement touristique que l'événement métaphysique se dévoile et engendre un haïku. Je cite Kenneth White, c'est un poème, haïku. Il n'y avait rien de spécial, neige sur le mont Akan, mer basse dans la baie de Nemuro. C'est un haïku. Participant davantage au logos qu'au-logique, le haïku japonais tel qu'il se donne à lire chez Basho va guider le voyage par une pratique de perception, plus que par ses empreintes culturelles et ses traces historiques devenues des étapes touristiques aujourd'hui. Le Basho Trail existe aujourd'hui, nous savons. Si Kenneth White suit en 1985 les étapes parcourues par le poète voyageur jusqu'à Kisakata au printemps 1689, il va quitter Basho pour en perpétuer l'esprit et non la lettre. D'ailleurs, nous retrouvons Basho comme fantôme poétique délocalisé au cours d'une halte à Saint-Pierre au Labrador dans la route bleue. Entre résidence et itinérance, c'est le sentiment, ou plutôt la compréhension de l'impermanence de l'irréel demeure, disait Basho, qui est effectué par le voyageur. Mais c'est aussi l'apparaître du pur présent, comme chez les grands maîtres du haïku, Dogen, Saigyo, Basho, Issa.
Jiang Dandan, une spécialiste chinoise qui a publié un très beau texte dans la revue Europe en 2010, consacré à Kenneth White et Nicolas Bouvier, écrit, je la cite, « L'esprit du paysage chez Kenneth White prend sa source dans la vie blanche de l'instant. » Se rapportant au poème suivant, je cite encore un poème de Kenneth White, « Jeune crête de la montagne, ôte ta chemise de brume, montre-moi ta nudité neigeuse. » Elle note, il révèle par ces montagnes une puissance d'apparition ou un élan du commencement, soit un état de l'être en sa plus haute intensité. On pense ici à des aquarelles de la Sainte Victoire de Cézanne, noyées dans le blanc, ou plutôt chargées de l'intensité de cette blancheur. On pourrait presque parler d'une éco-narration, car le paysage et ses métamorphoses, ses animaux, ses oiseaux, ses corbeaux, dans le film et dans le livre, deviennent des acteurs eux-mêmes. J'ai encore un peu de temps ? Non, je n'ai plus de temps. Alors, quelques mots sur le choix du Nord, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Pourquoi le Nord ? Qu'est-ce que le Nord ? Est-ce un Nord géographique ? Est-ce un Nord spirituel ? Est-ce un Nord métaphysique ? Est-ce un Nord intérieur, extérieur ? Le Nord constitue un pôle magnétique dans l'espace japonais qui attire le voyageur, apporte une raréfaction de la culture au profit d'une nudité rafraîchissante, libératrice des grandes forces élémentaires de la nature, n'est-ce pas ? Cette direction du nord nous emmène vers la Russie, finalement. Nous ne sommes pas loin de Vladivostok, et j'ai pensé au Transsibérien de Sandrars, alors j'avais fait avec cette sorte de, effectivement, qui fait Moscou, donc Vladivostok, et à ce pôle magnétique qu'il a exercé sur les grands poètes, les écrivains, Sandrars, mais Joseph Kessel aussi, par exemple, les temps sauvages. Alors, les signes sauvages, les temps sauvages. Je me suis dit, tiens, alors Kessel dans un esprit tout à fait différent, n'est-ce pas ? Mais chez Kessel également, c'est un pôle magnétique, c'est un extrême existentiel, finalement, de la condition humaine. C'est son dernier livre qu'il écrira juste peu avant sa mort. Et finalement, c'est toujours le même livre qu'il a écrit toute sa vie, je crois, c'est Les temps sauvages, hein, avec différentes modalités. Tchekhov, Sakhaline, avait rencontré la culture aïnou, et Bachot voulait continuer vers cet espace du dehors, aller de plus en plus loin. Alors, chez Kenneth White, donc, j'ai été très impressionné par le fait que l'esprit du haïku, effectivement, est repris dans le récit même, que ce soit une narration ou un poème, et en particulier la trace du trivial, la quotidienneté, l'inutile, le factuel, sont saisis dans l'humour douloureux et libérateur du haïku, qui capture l'instant. Et qui évite toujours l'idéalisation du réel. Je crois que aussi c'est un caractère de ce voyageur Kenneth White, ce voyageur qui est très taoïste, de refuser constamment l'idéalisation, l'idolâtrie du réel, ce caractère idolâtre que nous trouvons dans l'image touristique sous toutes ses formes, médiatique aussi, dans toutes ces images médiatiques, mais aussi donc cette idéalisation qui est tué finalement le réel, qui tue la rencontre également. Et donc j'ai beaucoup aimé cet humour, ces trivialités, ces moments d'ennui aussi, et puis ces conversations finalement qui n'aboutissent pas, qui sont des sortes d'impasses, alors des naufrages. Il y a des conversations de naufrage qui ne découragent pas la passion du voyageur. Alors tout cela, c'est la tradition du haibun japonais qui est repris par Kenneth White, mais je ne vais pas le développer plus loin et je vais couper tout cela. Et j'avais fait un développement notamment sur la flûte shakihachi que nous entendons dans le film et qui va se mêler au vent.
Alors, et ici, je trouve que c'était très très beau parce que la voix du récit va se tisser avec la flûte Sakihachi, qui elle-même est une flûte qui ressemble au vent, n'est-ce pas, et qui le prolonge. Hein. Alors, le vent de la forêt se marie avec la flûte japonaise qui est extrêmement puissante d'émotion, et qui nous restitue finalement cette unité géopoétique finalement du paysage et du voyageur. Hein. Il y a cette danse du voyageur et du paysage qui s'entrelacent, qui ne se combattent pas, qui se réconcilient, qui se séparent parfois, surtout à cause de l'anthropomorphisation de la nature, du paysage. Hein. Le paysage a ses violences, mais ça sera ma conclusion, je ne peux pas dire tout ça, c'est cette noce, pour reprendre à Camus un petit peu ce titre que j'aime, noce, hein, cette noce avec la terre, avec le paysage, avec le sol, n'est-ce pas, noce intellectuelle, noce esthétique, encore qu'il faudrait se méfier de ce mot esthétique, je crois, noce phénoménologique peut-être, métaphysique également, et qui caractérise donc ce livre et ce film. Voilà, merci. Bon, est-ce que vous avez des questions avant que l'on passe à la projection du film? J'aurai quelques annonces aussi à faire, mais oui, Andrew. Merci beaucoup Olivier. Je parlais la semaine dernière avec un poète écossais d'ailleurs, qui est lui aussi fort influencé par ses contacts nomades avec le Japon. Et il m'a dit qu'actuellement il est très intéressé par un mouvement dans la philosophie qui s'appelle l'ontologie orientée vers les objets. Et c'est justement une tendance qui prend cette direction horizontale dont parlait Ramona et enlève l'homme du centre du monde. Et je me demandais, c'est juste une question, mais je me demandais si une fois où Kenneth était conscient de cette tendance actuelle. Non, moi je l'ignore. Moi, je n'ai pas entendu parler du tout, mais en réalité, cette désanthropologisation de l'observateur dans un récit littéraire, dans la poésie, dans le voyage, est ancienne. Par exemple, chez Ramu, on la trouve, ou peut-être chez Giono, chez des gens comme ça, où les éléments, où le narrateur ou le personnage, en fait, n'est plus le centre d'une intrigue qui va structurer le temps, l'espace, la narration et tout ça, mais la nature finalement, avec ces grands mouvements qui ne sont pas humains, anthropomorphiques, vont déterminer un rythme, une sorte de grande symphonie où l'homme est tout petit, comme dans les peintures taoïstes, et il ne fait que grimper un petit escalier très 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 éloigné dans la montagne. Et ce n'est plus le personnage qui gouverne les perspectives, mais c'est le paysage c'est l'espace qui est premier, je crois. J'ignore le livre, l'existence du livre et de la théorie, mais cette théorie ne me semble pas aller très loin. Il me semble que c'est presque un lieu commun depuis longtemps, la désanthropolisation. Ça ne m'excite pas à l'esprit. C'est très bien que quelqu'un d'autre en parle, ça c'est toujours bon. Non, mais par contre, ça me fait penser... Même chez Ponge, il y a ça déjà, je crois. D'une certaine façon, c'est tout Ponge finalement aussi. Apparemment, c'est très récent. Ah oui, mais c'est intéressant. Et comment s'appelle ce... En anglais, c'est le Object Oriented Ontology. C'est un peu post-heideggerien aussi. Oui, mais il y a le philosophe de la Sorbonne actuellement, Quentin Meillassoux, qui a écrit un livre qui a eu un grand succès. En effet, ça a été traduit en anglais. After Finitude, an essay on the necessity of contingency. Meillassoux. Il est le philosophe du chaos. Enfin, c'est une sorte de courant qui
rejette la métaphysique et toute transcendance, toute forme d'explication ontologique qui fait référence à une transcendance quelconque, et explique tout par une sorte de contingence cosmologique. Donc c'est tout l'œuvre du hasard. On ne peut pas prédire, mais par contre c'est inspiré par Hume. C'est tout à fait une théorie qui reprend les arguments de Hume et qui veut rester dans une immanence et dans une contingence qui l'étend à tout à fait... Enfin, il y a les grandes théories, puis il y a une prolifération de semi-théories. Oui. L'idée de tourner vers l'anthropos vers l'objet, il me semble qu'il faut aller beaucoup plus loin que là, au-delà du sujet et de l'objet. C'est ça. Le sujet-objet, c'est ça. C'est ça. Et puis c'est le langage de l'objet, par exemple dans le positivisme logique, le système des objets, l'objet est réducteur parce que c'est une construction artificielle. Dès qu'on parle d'objet, en fait derrière il y a toute une construction, l'atomisme logique. Je rappelle le rôle de l'objet chez le premier Wittgenstein, et chez Bertrand Russell, Principia Mathematica, qu'est-ce que l'objet? Que ça soit une approche anthropologique, logique, etc., sociale, l'objet est déjà une réduction parce que le monde n'est pas un monde d'objets. C'est, je crois, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est une des conclusions, un des principes de la géopoétique, qu'on n'est pas dans un monde d'objets, mais on est dans un monde de force, d'intensité, de continuité. Et voilà, comme dit... C'est la montagne. Et de subjectivité. Il y a le sujet aussi. Ah oui, il y a le sujet correspondant à l'objet. Oui, c'est comme dit, tout à fait, bien sûr. Je crois que c'est tout à fait juste. Oui, bien sûr. Autre question. Une autre question, en anglais ou en français. J'espère ne pas avoir parlé trop vite en français. It was quite fast. Non, c'est parce que vous étiez au-delà des questions. Bon, j'aurai quelques annonces en ce cas-là avant de procéder à la projection du film. Je vais d'abord vous demander si vous